Comment est-ce que tu dirais que le growth va évoluer dans les prochaines années? Ça, c'est vraiment une question hardcore. Alors c'est une question qui n'est pas évidente. Ouais, évidemment, c'est une question très philosophique limite. Je ne suis pas un devin. Comment est-ce que tu penses que toi, le growth va évoluer ces prochaines années? C'est une bonne question. Le turfu. Alors, moi je vois deux grosses évolutions, je pense. Grosses évolutions. Je sais que j'ai pas mal de potes qui sont pas d'accord, mais je pense que le growth n'a pas lieu d'être en tant que job. Il y a un moment où ta fonction aura vocation à mourir et à s'arrêter, entre guillemets. Qu'on arrêtera d'utiliser le lead growth, head of growth, growth manager ou ainsi de suite, ça n'existera pas. Quelles sont selon toi les compétences qui seront les plus demandées chez quelqu'un ces prochaines années et qu'il faudrait dès aujourd'hui maîtriser si on veut travailler dans ce domaine? Il y a quelques mois, je t'aurais dit savoir coder. Maintenant, je pense savoir écrire un prompt. Que tu saches faire du Python en soi, la vérité, c'est si je suis en série A, en série B, je m'en fous. Je pense que la psychologie comportementale aussi va beaucoup aider. Et si en plus je peux avoir l'autre côté, là en fait tu deviens un killer absolu. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment la qualité qui fait que les gens réussissent. Ce qui change tout, c'est le mindset. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les gens qui sont capables d'apprendre vite. C'est vraiment une compétence aussi qui est justement de ne pas apprendre un métier, mais d'apprendre une posture. Le gros, c'est un nouveau métier, mais finalement les missions sont aussi vieilles que le monde. Je suis pas meilleur que la personne d'il y a 10 ans, c'est juste qu'on a des outils qui nous permettent d'être plus productifs. Voilà, on est sur une période qui va vite, qui évolue vite. Ce que je vois arriver, moi, très nettement, c'est la symbiose homme-machine. En fait, ça va pas nous remplacer, mais ça va permettre d'accélérer les process. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va piquer tous nos jobs. On n'est pas si nombreux à vraiment mettre le nez dans la data. Depuis les évolutions, on se dit que c'est plus si gratuit que ça. La relation client et la customer experience, c'est aussi la clé de voûte de tout. Quand tout le monde te dit que le paid va mourir, je pense que le paid va renaître. Quand tu regardes ce qu'était le growth il y a 7 ans et ce qu'il est aujourd'hui, franchement, c'est pas exactement pareil. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Growth Event. Pour rappel, le Growth Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le growth pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Donc oui, le growth va continuer à évoluer. De toute façon, tout évolue. Le product évolue, la tech évolue, le sales évolue. Enfin, je vais te faire une réponse, à moitié de boomer, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que pour l'IA, il y a un truc assez intéressant. On voit l'intelligence artificielle qui bondit à pas de géant. Franchement, c'est hallucinant. Bon, là, en ce moment, on voit le boom de l'intelligence artificielle. Donc, ça va être aussi tout cet aspect, comment est-ce qu'on arrive à utiliser et à mettre en valeur cette puissance qui vient à nous. Et donc je pense qu'au côté Growth Engineer, il y a clairement énormément d'usages à penser, à créer. Et on le voit, ça s'est déjà lancé dans tous les sens, puisque avec des ingénieurs, il y a une meilleure, à mon avis, compréhension de comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, mais surtout plein de possibilités de connexion, de mise en place à grande échelle, d'automatisation, qui sont certainement plus compliqués pour quelqu'un qui est pas technique. Et donc là-dessus, je pense que demain, tout ce qui est qualification de lead, messaging, email, etc., qui font, je pense, partie du growth un peu plus large, l'intelligence artificielle va vraiment avoir son impact, va pouvoir aider. On parle de l'IA, mais vraiment, quand je regarde mon job sur mes 2 premières années chez Spendesk, et si je devais le refaire avec les outils à ma disposition aujourd'hui, ça serait hallucinant. Par exemple, moi là, je suis en train de creuser GPT, voir comment je peux essayer de générer des parties d'email avec l'IA pour être un petit peu plus personnalisé encore, pour avoir plus de variations d'un prospect à l'autre, pour pas envoyer le même message 100 fois et que en fait chaque message soit unique. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire parce qu'il y avait des problématiques de ton, parce qu'il y avait des problématiques de summarisation des informations, où il y avait des problématiques de sentiments liés à ce qu'on pouvait capter en data. Toutes les données qu'on avait jusque-là étaient des data qui étaient relativement à des valeurs absolues,
qui étaient du binaire, du true, du false, qui étaient tu vois, des catégories, ça va être des industries, des pays, des machins. Et en fait, tu faisais ta tambouille avec ça, tu arrivais à faire des segments, des trucs. Donc, toute la composante data de la grosse, elle a, je pense, la première fois une capacité à être résumée, interprétée et surtout de générer des choses sur la base de ces données-là. Par exemple, réussir à entraîner une intelligence artificielle pour regarder tout le behavior d'un prospect sur le site et ensuite d'arriver à qualifier, ok, ça c'est un lead intéressant parce qu'il a vu ça, il est resté autant de temps sur ça. Et donc statistiquement, il y a plus de chances qu'il fasse ceci. Ensuite, on lui push le bon messaging parce que l'intelligence artificielle a compris son intent dès le début. Il y a 4000 possibilités, donc je pense qu'il va y avoir de chouettes choses à faire avec l'intelligence artificielle. Et la deuxième compétence, je pense que c'est l'IA. Donc, tu vois, être en mesure d'utiliser ChatGPT tout simplement pour être plus productif, pour que dans ton quotidien, en fait, tu puisses faire des actions plus rapidement, de manière plus efficace et du coup, pouvoir faire plus de choses et surtout les faire bien. Ce que je vois arriver, moi, très nettement, c'est la symbiose homme-machine à nouveau à travers tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est génératif. C'est intéressant parce que l'IA, on le voyait arriver, mais la synthèse générative, moi j'ai commencé par ça ma carrière, en fait on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, aussi fort. Ouais, ce qui rassemble les deux, c'est ça. Et c'est vachement intéressant ce qui est en train de se passer. Et là on voit bien la symbiose, c'est-à-dire comment tout d'un coup on va pouvoir générer automatiquement des choses qui sont faites par des humains. L'intelligence artificielle est là pour faciliter de la compréhension des process, de la mise en place, très bien. Par contre, personnaliser la bonne interface auprès du bon segment d'utilisateurs, ça va rester de l'intelligence humaine. Avec, évidemment, de l'appui de l'intelligence artificielle, mais ça va rester de l'intelligence humaine pour aller proposer le bon message, les bonnes fonctionnalités, analyser les bonnes choses pour, in fine, satisfaire ses clients. En fait, ça ne va pas nous remplacer, mais ça va permettre d'accélérer les process, je pense, et de faire plus d'expérimentation encore plus vite. Aujourd'hui, la différence entre une personne qui connaît l'intelligence artificielle et une qui ne connaît pas, je dirais que ce serait plutôt les personnes qui sont capables de l'utiliser. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va piquer tous nos jobs. Là, par exemple, moi, j'ai été surprise par le raz-de-marée qu'a causé l'IA cette année, tu vois. C'était fou. Franchement, c'était dingue. Ouais, ça s'arrête pas. C'est ça, et ça continue. Et tu as des métiers qui se créent sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait un poste de prompteur ChatGPT qui sortait et tout. C'est dingue. Tu te dis, c'est des métiers, mais j'aurais même pas pensé que ça allait exister, tu vois. Il va y avoir beaucoup plus d'automatisation. Il va y avoir aussi beaucoup plus de concurrence, en fait. Puisque globalement, tout le monde sera capable d'écrire des bons mails, tout le monde sera capable de faire des beaux créas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les choses où il y avait des avantages concurrentiels sont en train de diminuer. Donc, les cartes vont être rebattues. Quelles sont, selon toi, les compétences qui vont être les plus indispensables à maîtriser pour avoir un bon profil grosse dans les prochaines années à venir? Ça va être la logique, je pense. Ce qu'on appelle aujourd'hui les prompt engineers, les choses comme ça. En fait, c'est les gens qui arrivent à comprendre comment est-ce que la machine a été conçue, et comment est-ce qu'elle répond et pourquoi est-ce qu'elle répond comme ça, et au final, par un esprit logique, d'essayer de voir comment jouer avec la tech. Je pense que les compétences logiques sont importantes, quoi qu'il arrive, surtout dans le monde d'intelligence artificielle dans lequel on arrive. Les gens qui savent gérer tout ce qui est AI aujourd'hui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu plus rapidement que les autres, qui savent bien s'en servir, qui savent écrire les bons trucs devant une intelligence artificielle. Donc c'est sûr que derrière l'intelligence artificielle va prendre un gros pas là-dessus, j'en suis persuadée. Et faut s'y mettre, je pense maintenant, faut pas prendre trop de retard. Franchement, c'est une nouvelle ère un peu pour la personnalisation avec l'IA. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants à faire at scale en plus, parce que tout est amplifié. Je pense que tu as déjà eu ces réponses-là, mais l'IA, nécessairement, va avoir un impact énorme. Tout ce qui est en train d'être développé sur le plan pro et en grosse, et toutes les automatisations qu'on va pouvoir faire, où le mec disait, mais un jour, des tâches à faible valeur ajoutée seront faites par des robots, et ce qui nous laissera à nous plus de temps pour être plus créatifs et faire tous ces trucs-là, et je trouve ça assez cool. Et puis la dernière, je dirais, c'est aussi peut-être faire le lien avec le monde réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le digital, le monde réel, l'espèce de... C'est pas sans couture. Tu vois, et à un moment donné, voilà, le digital, il est où, il est comment, etc. Et je pense que ça va réouvrir des trucs qui vont être très importants pour la question du growth. Moi, je vois deux grosses évolutions, je pense. Grosses évolutions.
La première, toujours B2B a 5 ans de retard sur le B2C. On va avoir des trends B2C qui vont de plus en plus venir dans le B2B. On va avoir la vidéo verticale. On a eu un boom de la vidéo verticale, TikTok, Instagram, YouTube Short. Ces 3-4 dernières années, ça arrive, tu vois, on est pile poil au 5. Je sais pas si tu le vois sur LinkedIn et tout, mais ça arrive de plus en plus en B2B. Un des gros prédicteurs de ça va être le fait que LinkedIn aujourd'hui, ils optimisent pas la distribution de contenu vidéo. Mais que c'est dans leur plan, tu vois. Donc en fait, tu vois vraiment que la vidéo verticale arrive de plus en plus dans le B2B comme elle l'a fait dans le B2C il y a quelques années. Je pense qu'il y a 3 points qui vont vraiment évoluer dans la partie B2B. Déjà, data first. Il faut qu'on arrête de faire des stats sans data, quoi. La plupart des réponses, tu les trouves dans tes chiffres ou dans les chiffres du marché. C'est quoi mon target addressable market? Regarde tes clients, regarde le marché. Et t'avances, quoi. Et même la data sur ton site, la data sur ton produit, tu as vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc tu as la data, tu as quand même l'ultra-personnalisation, qui est liée aussi avec l'automatisation. Attention, il ne faut pas mettre les deux en opposé, mais l'ultra-personnalisation, ça la permet possibilité de faire, notamment via du OpenAI, ChatGPT, des messages de plus en plus personnalisés. C'est la capacité à pouvoir, via des campagnes, faire comme je disais tout à l'heure, de la BM one-to-one, parce que tu sais très bien que ça correspond à cette boîte. Donc tu vas pouvoir ultra-personnaliser de plus en plus. Et derrière, c'est qu'évidemment, tous les outils, toutes ces raisons-là ramènent un seul et même objectif qu'on a peut-être oublié entre-temps, en se perdant entre tous les KPIs qu'on a, mais c'est le revenu. Revenu first. Maintenant, et de plus en plus, tu vas avoir des growth and sales qui vont travailler ensemble. Et là, tu vas avoir des revenus ops directement, des chief revenue officers, qui correspondent finalement à ce qu'est aujourd'hui le growth, à savoir cette capacité à générer du chiffre d'affaires pour des boîtes. Et ça, tu vois, c'est très US le dernier. On ne le voit pas encore en France énormément, mais tu regardes le nombre de RevOps et de Chief Revenue Officer aux US, ça a explosé, quoi. Ça a peut-être fait x10. En fait, ce qui est certain, et c'est une tendance qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est que les équipes growth, elles sont de plus en plus challengées sur les enjeux de revenus et de conversion. Donc, je pense qu'il y a des sortes de lots de compétences à développer pour être attractif. Un marketeur qui va être très data, c'est clé. Un marketeur qui va réussir à avoir à la fois ce côté créatif, qui peut être éventuellement un peu bonne plume, qui va être capable de créer des contenus divers et variés, et en même temps cet état d'esprit très business, très revenu, très lead gen, prospection, etc., pour avoir ce spectre 360. Et je pense que c'est vraiment ces profils-là qui vont faire la différence pour des jobs de grosses marketeurs. On parlait beaucoup du profil T-shape marketeur. Il y a plutôt un T-shape growth talent auquel il faut penser, donc avec des compétences growth entre guillemets classiques très fortes. Je pense qu'il y a un triptyque de compétences, on va dire. Tu as une partie vraiment technologique, développement, de pas juste utiliser la technologie, comprendre un peu comment elle fonctionne, comment tu peux la personnaliser, faire en sorte de l'utiliser de la meilleure façon pour ton besoin à toi. Oui, tu as des technologies d'intelligence artificielle, mais quelle base de données tu vas lui donner, comment tu vas créer ta base de données. Voilà, ça c'est la partie tech. Après, tu as une partie design, évidemment, que ce soit des interfaces, que ce soit une façon de présenter, comment tu fais ta publicité, comment tu vas présenter tout ça. Faire en sorte que ça matche avec l'utilisation de tes cibles à toi. Moi, je vois ça, en fait, je trouve que ce qui colle le mieux, c'est quelqu'un qui a un background entrepreneurial. Parce qu'il a voulu lancer son truc, donc il a dû réfléchir au marketing, il a dû réfléchir au business, comment vendre ton truc, tout ce qui est revenu, tout ça. Donc il a en fait une vision d'ensemble du business qui est plus complète, mais il est moins bon techniquement. Et évidemment, c'est un profil qui est plus T-shape. Mais ouais, c'est des compétences qui sont plus rares. Et puis après, la troisième composante, c'est une composante un peu business, c'est de comprendre ce que tu vas vendre. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui a peut-être un déficit aujourd'hui dans les formations, c'est qu'on vous forme ou on forme à de la technologie et du design, mais souvent, on ne vous explique pas les mécanismes de l'entreprise, à quel moment vous intervenez, quelle valeur ajoutée vous allez apporter. Et je trouve que les gens qui ont une composante un peu business dans leur profil, quand ils vont développer, quand ils vont designer, ils vont tout de suite se poser la question, est-ce que je crée de la valeur ajoutée ? À qui c'est vendu ? Comment c'est utilisé ? Est-ce que je vais contribuer finalement à faire en sorte que l'entreprise gagne de l'argent ? Parce que souvent, c'est quand même ça le principe. Je fais pas des boîtes de série C, série B, IPO sur la base de hack. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a VP Growth de chez Amplitude ou j'en sais rien. Ils font pas des scrappers, tu vois. C'est pas vrai. Donc en fait, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est les fondamentaux. C'est est-ce que je suis bon SEO ? Est-ce que je sais gérer des campagnes ads ? Est-ce que
je sais faire de l'emailing. Et c'est une différence entre faire du mass email et de faire du nurturing. C'est deux choses très différentes pour des users. Est-ce que je sais un minimum jouer avec des API pour automatiser des choses? Tu vois, tout ça, c'est des fondamentaux qui vont me permettre de... Est-ce que je connais des CRM très bien, genre un Salesforce ou autre, ou un HubSpot, j'en sais rien. Ça, c'est des skills fondamentaux que tu vas retrouver à tous les stades d'une boîte. Ouais. Et c'est impératif, tu vois. Que tu saches faire tu vois, du Python en soi, la vérité, c'est si je suis en série A, en série B, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est beaucoup de skills, mis bout à bout, mais c'est pas des skills qui sont, tu vois, c'est pas des trucs très très exotiques à la fin de la journée, quoi. Ouais. Je viens de te dire, c'est un mix entre un marketeur assez classique, quelqu'un qui fait de l'acquisition management et quelqu'un qui va être un petit peu data analyst sur les bords et qui c'est gérer une Google Sheet, tu vois. En startup, moi, je pense qu'il y a un growth qui est pluridisciplinaire, justement, qui n'est pas spécialisé. Je pense que c'est ultra important parce qu'on a besoin de tester plein de canaux pour savoir lequel va marcher. Si tu fais pas ça, en fait, tu peux pas mettre all-in sur la pub. Tu peux pas mettre all-in sur le SEO comme pourrait faire un SEO manager ou un paid acquisition manager. Donc je pense qu'il faut toucher un maximum de choses, donc il faut quelqu'un ultra curieux, je pense que c'est plutôt des soft skills. Aujourd'hui il y a toute la connaissance. Écrire du contenu, pour moi bien écrire c'est clé. Content is king. Content is king, de plus en plus je pense ça, c'est plus sain, quoi, c'est clair. Dans les grands groupes, on a besoin d'ingénierie. Parfois on voit de plus en plus ce métier qui est growth engineer, c'est des gens plus tech au service de l'équipe business. Et puis sinon c'est des experts, quoi. On sait que la pub ça fonctionne, il y a des gens ils font ça depuis 10 ans et ils sont toujours aussi passionnés. Et eux il faut les recruter, quoi. Parce qu'eux ils vont te faire un uplift de 5-6%, mais par contre comme tu t'arroses énormément, en fait tout est une question d'échelle. Au début ça sert à rien de faire une progression de 2%. Il faut lancer, en fait. Quelles sont selon toi les compétences qui seront les plus demandées chez quelqu'un ces prochaines années et qu'il faudrait dès aujourd'hui maîtriser si on veut travailler dans ce domaine? Le meilleur moyen de trouver du business, c'est de se spécialiser et de devenir expert d'un truc. Aujourd'hui, typiquement, si tu es expert Webflow, tu as du business. Franchement, voilà. Tu es expert Webflow, tu as du business. Tu es expert créa publicitaire social ads, tu as du business. Et c'est hyper niché, hein, mais moi je suis un expert je suis un designer, mais je suis expert en social ads et je fais des social ads qui convertissent. En fait, tous les gens qui font des social ads, ils savent que les créas c'est hyper important. Ils se cassent tout le temps la tête, mince, qu'est-ce que je peux faire comme créa et tout. Si ça c'est ton truc, franchement, tu vas trouver du boulot hyper rapidement. Mais je peux aussi comprendre que c'est une réponse frustrante. Parce que moi, typiquement, je suis un profil un peu généraliste. J'ai pas envie de me spécialiser dans un seul truc. Du coup, comment je fais? Et donc là, après, les solutions, c'est de se spécialiser sur des métiers typiques product. Et le métier de product, c'est un métier qui t'apporte de l'expertise un peu technique, etc., mais qui te laisse un peu quand même cette espèce de vue généraliste. Macro, Voilà. Et du coup, tu vas commencer par product, mais vouloir être impliqué dans des sujets growth et market, tu vois, arriver à créer ce pont-là. Naturellement, tu vas pouvoir évoluer au sein des entreprises assez rapidement parce que tu auras cette vue un peu macro. Je pense que moi, déjà, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le gros, c'est un nouveau métier, mais finalement, les missions sont aussi vieilles que le monde. C'est-à-dire que la prospection, on en a toujours fait, tu vois. Depuis la nuit des temps, entre guillemets, on prospecte, mais on essaie de trouver des clients. La méthode, c'est la même. Connaître sa cible, développer un bon message au bon moment à la bonne personne, etc. Maintenant, c'est les outils qui changent. Forcément, ça va évoluer en termes d'outillage, parce qu'aujourd'hui, je pense que le growth, c'est une évolution du marketing. C'est juste que le growth fait référence à des personnes qui sont pluridisciplinaires, je trouve, qui ont plus de compétences. C'est-à-dire compétences, on peut à la fois gérer de la pub, du SEO, bien vu ce que je gère aujourd'hui. J'aurais été incapable de gérer ça. C'est pas, je suis pas meilleur que la personne d'il y a 10 ans, c'est juste qu'on a des outils qui nous permettent d'être plus productifs. Il y a une explosion en fait, des outils, des SaaS justement qui t'aident en fait, dans ton quotidien en fait, de growth. L'arrivée des CRM, les outils d'enrichissement, les workflows, les automatisations. Il y a aussi maintenant l'IA qui prend de plus en plus de place forcément, ChatGPT. Sujet d'actualité. Sujet d'actualité. Il y a ChatGPT, c'est un pur délire en fait, dans la capacité à gérer des opérations, à se débloquer de situations. On est beaucoup plus autonome. Donc je pense que on est des meilleurs exécutants. Ça permet d'avoir une palette de compétences plus large. D'où le growth, c'est comme ça que je le définis aujourd'hui un peu. Selon toi, dans les années à venir, quelles vont être les compétences indispensables à avoir pour avoir justement un bon profil, un profil attractif en tant que PMM? Je pense qu'il y a deux compétences, en tout cas il y en a deux là qui me viennent en tête. La première, c'est une compétence
qui, je pense, va durer dans les années à venir. Et c'est aujourd'hui la base, c'est le copywriting, le storytelling, savoir écrire. Ensuite, vous allez avoir le copywriting, c'est important. Par exemple, quand on est marketeur et qu'on travaille pour des entreprises qui sont en product-led growth, de savoir adapter son message. Et c'est vraiment un challenge pour les entreprises aujourd'hui d'avoir un message qui soit convaincant. Je pense aux compétences en storytelling, dont l'importance est vraiment plutôt actée aujourd'hui, donc ça c'est quand même très positif, notamment pour, par exemple, on voit l'influence sur les séquences. Aujourd'hui, les séquences de workflow, les séquences email, où à une époque, le focus il était quasiment exclusivement orienté sur le scénario, le nombre de touches et le nombre d'outils qu'on allait utiliser pour automatiser les séquences, très focus outils. Le côté tech, quoi. Le côté tech. Et heureusement, maintenant, tout le monde s'est bien rendu compte que si ces messages n'étaient pas bien rédigés, bien performants, moi, ça menait à rien, quoi. Mais il y a aussi un storytelling dédié à l'interne, en fait, qui est hyper important. Comment on embarque les gens. Le growth de demain, et je pense aussi d'aujourd'hui, il n'est pas isolé. Il faut pouvoir embarquer plein d'équipes pour les solliciter, même si on se retrouve dans une équipe à partir de 300, 400, 500 personnes, quand il y aura toujours des équipes grosses, il faut pouvoir convaincre aussi des gens de continuer à itérer sur des sujets, de les interrompre sur leur roadmap et de les impliquer sur des projets en leur disant non, mais vous savez, ça, ce projet, il va avoir de l'importance si on le fait, etc. Et pourquoi c'est important. Je pense que savoir raconter des histoires qui sont captivantes, qui permettent d'attirer notre cible, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, surtout dans des marchés qui sont de plus en plus compétitifs, où il y a de plus en plus d'offres. Faut réussir à sortir du lot. Les compétences PMM, je pense que il y a beaucoup de growth qui l'ont, mais je pense que c'est encore plus à développer. De la même manière, le growth, si je continue ma pensée d'avant, c'est que le growth, il avance pas seul, et de plus en plus, et encore plus dans des stratégies product-led growth, on a besoin de développer des compétences PMM en fait pour gagner en impact. Je pense que la psychologie comportementale aussi va beaucoup aider. Ouais. Pourquoi ? Parce que si tu t'intéresses pas forcément, si tu n'as pas ce réflexe de t'intéresser du coup à tes potentielles audiences, tes potentielles cibles, de comment elles se comportent vis-à-vis du marché, etc., ça va être de plus en plus complexe du coup d'acquérir ces nouveaux clients. Et je pense que ce soit dans les équipes growth, dans n'importe quelle équipe, que ce soit il y a 50 ans, que ce soit dans 300 ans, tout ce qui est psychologie comportementale, c'est un des meilleurs skills que tu peux avoir en général dans la vie. Connaître les principes de persuasion, connaître comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, que ce soit en B2B, en B2C, n'importe quelle industrie. La copie, c'est un truc qu'on utilisera toujours en tant qu'humain. C'est un des premiers trucs que les gens regardent quand ils arrivent sur un site, sur un produit, sur un truc d'onboarding, sur un email. Donc, savoir bien écrire pour tes personas, pour moi, c'est un des Graals. Et surtout, c'est de la psychologie comportementale aussi, ça se rapproche. La sociologie, la psychologie, c'est un kiff. Et vraiment, au travers des tests, tu vois, au travers des méthodos, de la data qu'on récolte et tout, récolter de la data et se rendre compte de ça, les gens, ils comprennent pas. Ouais. Ça, les gens, ils adorent. Ok, cette cible-là, elle est plus affinité avec ce truc. Cette cible-là, elle est plus affinité avec ce truc. Ouais. Et tu vois, un peu cette espèce d'analyse de ah ok, mais du coup, ces gens-là, machin, et tu vois, c'est passionnant. Parce que passionnant. Au final, c'est de l'humain, quoi. Enfin, mais c'est que ça. On parle d'apprentissage, mais la finalité, c'est que de l'humain, quoi. No code, low code, une capacité d'autonomie en fait qui est qu'on n'a jamais vue par le passé et qui aujourd'hui permet à des gens sans compétences techniques de pouvoir créer des choses absolument incroyables. Ça donne en fait une liberté de pouvoir expérimenter à des durées de temps assez courtes. Ouais. Et le deuxième, c'est l'exemple totalement opposé, enfin la compétence totalement opposée, je dirais que c'est le copywriting. Tout dans le milieu B2B est de l'écrit. Tu vois, il y a très peu, surtout si tu parles de PLG, qu'on fait de moins en moins de call sales, ta capacité à écrire une landing page, à écrire un email, à écrire un post LinkedIn, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, c'est des compétences qui sont extrêmement rares. Alors si en plus tu peux allier les deux, moi je me suis toujours dit, c'est d'ailleurs pour ça que je commence à poster sur LinkedIn, je me suis dit, je sais écrire du Python et du JavaScript et tout ce côté très technique, je le maîtrise. Puis si en plus je peux avoir l'autre côté, plutôt copywriting, capacité à partager des émotions, des histoires, à vraiment décrire le milieu dans lequel tu évolues, là en fait tu deviens un killer absolu. Comment est-ce que tu verrais le gros évoluer ces prochaines années ? En France, je pense qu'il va aller de plus en plus vers du product. Ok. On en parlait en off avant sur le fait que aujourd'hui on voit
je vois pas mal d'anciens growth devenir product manager. D'accord, ouais. Et comme je te disais, aux États-Unis, il y a beaucoup de product managers. En fait, quand tu vois le contenu qu'ils postent, etc., c'est des growth. C'est du growth. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette partie où le growth va beaucoup plus s'impliquer dans le product. Parce qu'aujourd'hui, notamment, les sujets d'acquisition deviennent globalement de plus en plus simples. Et ce qui, tu vois, faire de l'automatisation d'email, il y a 5 ans, c'était quoi, tu peux automatiser l'envoi des emails, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une norme. Je pense que ça va aller de plus en plus vers le produit encore. Le growth s'est développé parce que justement, tu avais des gens malins, même ce qui s'est passé vraiment à San Francisco au tout début, c'est que tu avais des gens plus dev qui se sont dit, tiens, là, je vais faire une fonctionnalité, mais elle est plus pour le marketing. Sauf qu'en fait, ça devrait être vraiment le produit, le marketing qui pense comme ça. Et je pense que le growth, c'est plus un mindset. Et je sais que j'ai pas mal de potes qui ne sont pas d'accord, mais je pense que le growth n'a pas lieu d'être en tant que job, va peut-être t'amener à disparaître. Et qui devrait plus être un mindset de t'es marketeur, il faut que tu aies de l'impact. Tes product managers, il faut qu'ils fassent de la croissance. Et même tes devs, tu vois, au bout d'un moment, si tu codes aussi pour tes utilisateurs, pour faire de l'argent, il n'y a pas de honte à ça quand tu es dans une entreprise, tu vois. Et donc c'est plus un mindset et une espèce de vision globale des choses qui devrait être partagée entre les équipes. Enfin, tu vois, il y a des boîtes qui font du growth qui est ouf, typiquement Figma. Qui sont très product-led. Et en vrai, ils ont une équipe marketing, une équipe produit. Je ne suis pas sûr qu'ils aient d'équipe growth attitrée ou qu'elles ne soient pas très grosses. Mais c'est qu'en fait, ils travaillent tout le temps ensemble et ils se comprennent, quoi. Moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en entreprise au début, c'est que justement, on disait les mindsets très différents. Et tu as l'impression que les sales et les devs, je suis vraiment dans le cliché, ils viennent de 2 planètes différentes. Quand en fait, ils se comprennent, après ton business, il part. Tu vois, là, c'est finalement créer les liaisons aussi entre les équipes. Je pense que ce qui va être assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, on a vachement battu, tu vois, avec Growth Talent pour ça, c'est qu'il n'y ait pas un métier growth, c'est qu'il y en ait plusieurs, quoi. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on arrêtera d'utiliser le lead growth, head of growth, growth manager ou ainsi de suite. Ça n'existera pas. Tu vois, si je suis vraiment opinati, je pense que le métier de growth, le job title growth n'existera pas. Il y aura des conversion managers sur le website, il y aura des product managers sur la conversion des produits. Tu vois, on aura des métiers beaucoup plus spécialisés. Il y a pas mal d'outils qui se lancent pour fluidifier justement ce passage de place que je décrivais tout à l'heure entre growth et sales. Qui sont des PLG tools ou PLS tools. Mais tu vois, tu vas avoir des outils comme Topline, donc T-O-P-L-Y-N-E. Tu vas avoir des outils comme Calixa avec un X, des outils comme Correlated. On va ingérer ta donnée, donc on va ingérer tout ce que tu fais, tout ce que tes users font, tout ce que tes clients font, toute ta donnée historique, ton machin, ton truc. Et en fait, tu commences à créer du scoring qui est dynamique. Et on va te dire, OK, ce client-là, c'est un client potentiel à forte valeur ajoutée. Celui-ci, s'il est prêt à churner, etc. Donc, créer des trucs un peu prédictifs et de la segmentation un peu prédictive. Et donc, je pense que ça va changer aussi pas mal de choses sur comment on fait de la grosse, quoi. Et l'autre, je pense que l'autre gros changement, alors celui-là, il est assez spécifique à la période économique dans laquelle on est. On va dire semi-crise financière, manque d'argent dans les VC, bon, il y a plein de raisons pour ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comment est-ce qu'on peut finalement rendre la grosse plus efficace, tu vois, plus efficient. Et là, pour moi, une des grosses idées qui me vient, c'est cette idée d'une loupe et pas d'un funnel. Donc généralement, quand on pense à un funnel, on pense à un entonnoir où les gens ils rentrent en haut et ils sortent en bas. Tu es toujours obligé d'alimenter, quoi. Exactement. Donc pour alimenter le bas du funnel, il faut remplir le haut. Les entreprises récemment qui ont eu énormément de succès sont celles qui ont réussi à mettre en place plutôt des loops. Je peux donner quelques exemples de loops si tu veux. Loom, c'est un outil pour faire des enregistrements vidéo. On peut, c'est vraiment un outil tout bête. Ça enregistre ton écran et dans le coin, tu as une petite vidéo avec ta tête. Tu peux faire des explications. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est tu t'inscris à Loom, tu enregistres ta vidéo, ils te donnent un lien que tu peux envoyer à quelqu'un, et à la fin de la vidéo qu'ils t'ont envoyée, tu as un prompt pour te demander de t'inscrire. Donc toi, tu t'es dit, ah, sympa, le mec m'a envoyé une vidéo, je vais m'inscrire gratuitement, et tu t'inscris. Et toi, du coup, tu fais quoi ? Tu enregistres une autre vidéo, tu l'envoies à quelqu'un d'autre. Personne prompte à s'inscrit. En fait, ça crée des effets de viralité. C'est un exemple de loop en acquisition. Tu peux avoir des exemples de loop en rétention. Netflix, ils ont l'ultime loop de rétention. Tu t'inscris à Netflix, tu regardes un contenu. En fonction du temps que tu l'as regardé, ça change l'algorithme de recommandation. Et du coup, l'algorithme de recommandation te connaît mieux. Et du coup, tu regardes plus de vidéos. Du coup, plus tu regardes de vidéos, plus tu regardes de vidéos. C'est le knowledge qui... Exactement, c'est comme YouTube, tu vois.
plus l'algo de YouTube est bon, plus tu vas y passer de temps. Un autre exemple, c'est Dropbox. Dropbox, ils ont une grosse loupe de referral. Tu t'inscrivais, et plus tu invitais de gens, plus tu avais d'espace de storage gratuit, tu vois. Et tout ça, c'est des phénomènes qui... C'est pas des funnels, c'est pas des gens qui rentrent en haut et des gens qui sortent en bas. C'est des loops où en fait les gens rapportent plus de gens. C'est un système de growth où l'output peut être réintroduit en tant qu'input. Et là, on arrive dans des croissances qui sont beaucoup plus virales et aussi beaucoup plus efficaces. C'est vraiment se poser la question, comment est-ce que mes funnels peuvent nourrir mes loops? Et puis peut-être aussi, moi je le dis, une limitation du growth. Comme la quatrième tendance, c'est le fait que la croissance, elle n'est pas éternelle. On en revient à l'écologie, on n'en a pas du tout parlé. Et qu'à un moment donné, le growth, ça va plutôt être challengé. Quelle qualité de growth et non pas quelle quantité de growth. Moi, je pense qu'on va basculer vers la qualité plutôt que vers la quantité. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite, car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Growth Event. Elles sont 100% gratuites, mais en quantité limitée. Selon toi, quelles sont les compétences les plus importantes aujourd'hui pour travailler dans le growth? Qu'est-ce qui fait qu'un profil peut se distinguer d'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'avec la même expérience, une personne peut être plus employable qu'une autre? La curiosité. Mais franchement, moi je trouve que c'est vraiment la qualité qui fait que les gens réussissent. Tous les gens qui réussissent que je connais sont des gens qui sont curieux. Ils s'intéressent à d'autres trucs, ils apprennent d'autres trucs tout le temps et ils ne se satisfont pas de ce qu'ils savent en fait. Et quand tu es dans un mindset où tu te dis je ne sais pas suffisamment, j'ai besoin d'apprendre, j'apprends, moi chaque année je dépense des blindes en formation, en trucs comme en coaching. Parce que c'est important, je ne peux pas stagner, je ne peux pas rester en fait à mon niveau. Et je pense que honnêtement, la compétence numéro 1, c'est la curiosité. Je pense que c'est important d'être curieux, d'aimer apprendre des choses, de toujours apprendre des choses. Moi, c'est vraiment la différence que je vois entre les différents growths avec qui je travaille. Ceux qui sont toujours en train d'apprendre, en train de tester des choses, sont en général les meilleurs et sur quelques années, ça fait vite une grosse différence. Je connais des gens qui sont tout jeunes mais qui ont une curiosité de malade et qui ont déjà des places, c'est fou. Enfin, ce qu'un autre mec qui a 40 ans n'arriverait pas à arriver à ce stade-là. La seule différence, c'est qu'on a quelqu'un de super curieux et quelqu'un qui l'est moins. Mais avant les compétences, parce que je peux faire une liste de compétences super importantes, c'est d'abord le mindset. Le mindset, la manière de penser où on est plutôt en mode test and learn, où on va itérer, on va faire d'expérimentation rapide. Savoir mettre en place, formuler des hypothèses et tester, c'est ce qui va être le plus important pour réussir dans ce secteur-là. Ce qui change tout, c'est le mindset. En fait, c'est être assez curieux et de ne pas rester en surface sur les sujets. Mais derrière, je pense que ce qui passe, c'est juste l'exécution. Plus tu exécutes, plus tu testes, plus tu apprends. Donc, c'est pas avoir peur de l'échec, être assez curieux, avoir vraiment la dalle. En vrai, ça je le répète, mais plus tu as la dalle, plus tu... en fait, tu y vas et tu cherches. Moi, perso, j'ai passé 2 ans à regarder, je sais pas, peut-être 2 heures par jour de vidéos YouTube liées à la crypto. Et parce que dès que tu découvres un sujet, tu en découvres 3 autres. Donc, tu ouvres chaque porte. Chaque fois que tu ouvres une porte, tu as 3 autres portes. Tu ouvres une porte, tu as 3 autres portes. Et en vrai, c'est un monde sans fin. Alors, moi, je regarde pas trop les outils qui maîtrisent, etc. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les gens qui sont capables d'apprendre vite, en fait, d'avoir cette flexibilité-là, d'être capable d'apprendre beaucoup, d'être très curieux. On est dans un milieu où aussi ça évolue vite, il y a beaucoup de... tu dois t'adapter, réapprendre. Il y a beaucoup de technologies, de choses qui évoluent régulièrement, donc il faut être curieux, être au courant du marché, et, au courant de ce qui évolue. Quelles sont selon toi justement les compétences les plus importantes et celles qu'on devra avoir dans les prochaines années pour être bon dans son domaine et avoir un profil attractif? La première qualité, pour compléter, la première qualité d'un growth, c'est sa curiosité. Le marché, il évolue vraiment super vite. C'est-à-dire que les outils que tu utilisais il y a 1 an, c'est plus nécessairement les mêmes aujourd'hui, même dans 1 an. Donc il faut que tu sois hyper curieux tout le temps. Et l'envie d'apprendre. L'envie de lire, l'envie d'aller voir un client, même si ce n'était pas forcément le plus pertinent. L'envie d'apprendre avec eux, l'envie d'écouter des sales aussi. Enfin, vraiment, il faut être curieux, il faut apprendre là-dessus. Puis après, il y a une compétence qui est quand même cette logique d'agilité et d'être capable d'accepter ce changement permanent d'outils, de méthodes. C'est vraiment une compétence aussi qui est justement de ne pas apprendre un métier, mais d'apprendre une posture. Tu vois, c'est un peu comme d'être un ingénieur. Tu vois, c'est ingénieur informaticien, il n'apprend pas un langage. Tu vois, il apprend à ce qu'est une machine et comment on code. Bon, il se trouve qu'il y a 2-3 langages qui traînent. Tu vois, moi, dans ma carrière, j'en ai vu passer 23 langages.
Pour donner un ordre d'idée du tout. Heureusement que je ne me suis pas arrêté aux 3 premiers qu'on m'a appris. C'est vraiment ce truc de ne pas apprendre de la technicité. Et après, tu as quand même des compétences de base. Tu vois, je te disais, la curiosité, c'est une compétence de base que tu peux avoir tout le temps dans plein de domaines. Il y a le fait d'être aussi assez empathique et d'être un je vais dire bon marketeur, mais c'est vraiment être capable de se mettre à la place de ton client et de comprendre voilà, qu'est-ce que lui il attend de toi, qu'est-ce qui ferait de ton produit une super expérience, etc. Moi j'aime bien les gens qui sont déterminés, résilients, parce que c'est un marathon, quoi. Donc tous les mois il faut se remettre en selle et aller chercher, itérer, aller chercher les résultats, etc. Les objectifs ils évoluent et tout. Donc, quels sont selon toi les grands bouleversements qu'il va y avoir dans l'analyse de données et dans tout le côté web analytique dans ces prochaines années? Alors, les bouleversements, ils sont déjà en cours, c'est-à-dire qu'on voit des grandes tendances émerger d'ores et déjà. La première, c'est de se dire, challengeons les outils aujourd'hui utilisés. Historiquement, faire de l'analytics, j'ai envie de dire que c'est gratuit, mais au sens, quand on développait des sites internet, dans la push checklist, il y avait mets en place ton outil d'analytics, etc. Et donc c'était systématique, etc. Depuis les évolutions, on se dit que c'est plus si gratuit que ça. La première, c'est ça nécessite des connaissances juridiques, ça nécessite des connaissances en web perf, parce qu'il y a un impact aussi modeste soit-il, ça nécessite des connaissances en marketing, en communication, en acquisition de trafic, etc. Donc tout ça, voilà, le premier, c'est de challenger l'usage qu'on veut en faire. On n'est pas si nombreux à vraiment mettre le nez dans la data et à tourner le truc dans tous les sens pour bien comprendre. Il y a tellement de marketeurs qui mettent du budget sur des trucs sans forcément regarder l'impact derrière que ça a eu. Mais avoir un sens de la mesure, un réflexe d'analyse, d'aller creuser, d'aller comprendre. Alors, je pense que les compétences analytiques sont incroyablement importantes. Savoir regarder de la donnée, puis savoir surtout la rendre lisible sur d'autres personnes qui ne savent pas la regarder. Super important pour regarder où sont les bottlenecks, les trous dans la raquette, etc. Derrière ces usages, on va partir sur des grandes tendances. Là, soit on part sur des outils qui sont très basés sur la modélisation, parce que l'intelligence va nous permettre de pouvoir combler les trous, de l'analytics actionnable, très orienté média, qui permet aujourd'hui à l'analyste d'avoir effectivement toute sa place aux côtés du marketeur. Et puis il y a une tendance qui s'oriente plus sur la partie product pure, c'est-à-dire qu'on perd cette notion de média, de pilotage, mais on rentre très en profondeur sur l'analyse d'usage, avec du session recording, avec un certain nombre de choses. Voilà, très, très, très orienté comportement, optimisation de l'expérience. Je vois cette problématique de quanti, qui est une vraie souffrance, et sur lequel il y a sans doute à la fois une transformation des outils, mais des personnes qui sont capables de piloter ça. Qu'est-ce que ça veut dire requêter des systèmes complexes à très grande échelle? Évidemment, c'est ça la question. Après, il y a quand même un gros sujet, on est déjà dedans, mais la data, c'est une évidence que ça va avoir un impact très fort sur le métier du gros. L'intelligence artificielle, c'est une évidence que ça va faciliter aussi la vie pour les grosses marketeurs. Quand je parle de rétention, c'est évident que pouvoir utiliser les différentes intelligences artificielles pour pouvoir mieux analyser, plus rapidement, mieux segmenter la donnée, ça va avoir un impact très fort. Donc, je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers une ère autour de la donnée, de l'intelligence artificielle. Et moi, je crois très fort que la relation client et la customer experience, c'est aussi la clé de voûte de tout, parce qu'on peut tout automatiser. Et d'ailleurs, le SaaS est la démonstration que beaucoup de choses sont automatisables, mais à la fin, s'il n'y a pas un excellent service client et si on n'a pas de l'affect qu'on utilise un produit ou un service, alors on switchera assez facilement vers un autre produit ou service. Donc je pense que c'est aussi dans la responsabilité de la rétention et du gros, de vraiment travailler autour du design émotionnel et de pouvoir travailler aussi sur toute la relation que l'on va créer dans le temps avec ses clients pour favoriser la rétention. Donc voilà, je pense que c'est Customer Experience, Data, Intelligence Artificielle qui sont vraiment la clé de ces prochaines années. Aujourd'hui, il y a
une compétence qui est assez rare, et c'est malheureux, ça va être tout ce qui va graviter autour de l'UX. Okay. Et en fait, derrière l'UX, on va avoir CRO, donc on va aller impacter le ROI. En même temps, on a l'UX, donc on va dire qu'on a des gens qui ont de l'empathie pour les visiteurs. Des notions d'UX quand même, d'expérience utilisateur, parce que c'est au centre du Product-Led Growth de vraiment donner la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Donc c'est des compétences qui sont assez intéressantes et importantes dans le Product-Led Growth. Il y a quelques mois, je t'aurais dit savoir coder. Ok. Maintenant, je pense savoir écrire un prompt. Parce qu'en vrai, ça fait gagner un temps monstrueux. Ouais. Mais plus que savoir coder, avoir les... en tout cas, si tu travailles sur un produit sur Internet, avoir les basiques de la tech. On ne te demande pas de coder, surtout que maintenant, tu as le no-code et ChatGPT. Ouais. Donc, tu peux aller très loin sans coder. Mais savoir ce qu'est une API, savoir ce qu'est une base de données, ce genre de choses. Et en même temps... d'un autre côté, on va encore dans le truc de mélanger, tu vois, les équipes, mais les devs, c'est important de savoir ce que c'est le product market fit, le tracking, ce genre de choses, tu vois, pour qu'en fait, tu aies une compréhension d'ensemble. Et encore une fois, on ne te demande pas de coder, mais il ne faut pas que tu arrives avec des idées délirantes à ton équipe produit ou tech. C'est évident qu'un growth qui ne sait pas un minimum, je sais pas, faire des requêtes API, dev un petit peu, il va avoir du mal, en fait, il va être bloqué. Un groupe, c'est marrant, mais c'est très transversal, en fait. C'est tu prends le meilleur d'un dev, tu prends le meilleur d'un designer, il faut savoir designer aussi. C'est pour ça qu'il y a des très bons growths qui sortent d'éthique, pour de vrai. Quand en sortant d'éthique, tu fais du dev, du design et du market, franchement, t'es très très bien, quoi. Comment est-ce que tu penses que le growth va évoluer ces prochaines années? Comment le growth va évoluer? Déjà, il a beaucoup évolué. Quand tu regardes ce qu'était le growth il y a 7 ans et ce qu'il est aujourd'hui, franchement, c'est pas exactement pareil. C'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir un profil technique pour être gros hacker. Parce qu'aujourd'hui, la tech, elle est mature et elle est accessible à tout le monde. On a beaucoup plus on a une bonne maturité en fait maintenant. Quand on regarde, on a toujours eu 2 à 3 ans de retard sur les US, sur ce qui se fait dans la Silicon Valley. Donc pour moi, le growth a déjà évolué dans le bon sens et il continue d'évoluer dans ce sens-là, qui n'est pas growth hacking, quoi, qui ne veut rien dire, qui est growth. Ça veut dire qu'en fait, c'est une équipe qui, est concentrée à tous les moments de leur carrière sur qu'est-ce que veut l'utilisateur, qu'est-ce que veut le client, et comment est-ce que je fais pour les rendre plus heureux, et surtout, leur donner la valeur qu'ils cherchent dans notre produit, dans notre service. Et du coup, je pense que la manière dont le growth évolue, c'est de par des process. Maintenant, une équipe growth, c'est une équipe qui est très processée, mais qui va très vite, de par les process. Ce qui est un peu paradoxal quand tu l'entends. Il y aura du growth sur des channels qui ont été délaissés, en fait. Donc, tu vois, quand tout le monde te dit que le paid va mourir, je pense que le paid va renaître, en fait. Un peu comme l'email, un peu comme tout. Donc, en fait, je ne pense pas qu'on ait des nouveaux channels d'acquisition, on verra là-dessus. Mais en fait, que ceux qui étaient morts dans les 5-10 dernières années reviendront. On l'a vu avec l'influence marketing. La CMO de GuideGuardian, elle a travaillé à une époque où on ne parlait pas de growth. Le growth, c'est des marketeurs qui rebrandent le marketing, où on disait que c'était de la partie demand generation du marketing. Tu vois, et donc, déjà, sur l'historique du growth, c'est une première chose à savoir. C'est déjà un terme assez nouveau. Ensuite, j'en parlais avec un autre directeur growth. Lui, il disait, si tu fais du growth en startup, il y a un moment où ta fonction aura vocation à mourir et à s'arrêter, entre guillemets, dans le sens où, comme on le disait, c'est hyper connecté avec les sales, le produit, les opérations, le marketing. Et peut-être qu'il y a une étape de maturité aussi où tu arrêtes de trouver des hacks, du growth hacking, et plutôt tu arrives dans un statut un peu plus mature où tu es rattaché soit au marketing, soit aux sales, selon la nature de ton activité. Et donc, ça, je pense que c'est des choses qui vont devenir de plus en plus démocratisées, notamment grâce à des événements comme celui-ci, ce qui va permettre de gagner un peu en maturité sur qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière le growth et essayer d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de ces activités et du rôle que ça a pour l'entreprise. Je trouve ça génial d'évoquer ce sujet, surtout que il y a eu un petit buzzword quand même il y a quelques années quand tout le monde parlait du growth hacking, etc. Et le côté hack et finalement un peu croissance à court terme était beaucoup mis en avant et pas forcément le fait de planifier une croissance plus à long terme et plus pérenne. Puis je pense que c'est un peu une incompréhension aussi du bouquin de Sean Ellis à la base, Hacking Growth, qui est, lui, son postulat, c'est il faut faire des expérimentations fréquentes et rapides et mesurer les résultats.
Et en plus, ça c'est vrai dans certains domaines. Lui, c'était plutôt sur du B2C où tu as beaucoup de volume de données. Moi, tu vois, des expérimentations sur 40 points de données qui sont 40 démos, je ne vais pas en faire tant que ça, ou en tout cas, ce ne sera pas statistiquement significatif. Et donc ça, c'est un premier truc à avoir sur effectivement le buzzword growth hacking. Pour moi, ça n'a pas de sens de se dire que c'est souvent pris comme étant... on va recruter un ninja du growth dans la startup et il va tout faire décoller, il va faire décoller la fusée. Non, voilà, aujourd'hui, et en démocratisant le growth, on va comprendre que c'est un certain nombre de tactiques. Il y en a qui marchent pour certains types de business, il y en a d'autres qui marchent pour d'autres types de business. Et ça, c'est un vrai métier de connaître quelle tactique appliquer à quoi. Franchement, pas de fausse humilité, mais je ne peux pas te dire, dans 10 ans, comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, ça va être de plus en plus difficile de tromper les algorithmes. Qu'on va être beaucoup plus... Enfin, on va être obligé d'être très user-centric, ça c'est sûr. Parce que les algos en question, ils deviennent de plus en plus balèzes. Tous, que ce soit Google, LinkedIn, Facebook, ils sont tous de plus en plus balèzes. Et donc, je pense que les petites techniques de Trafalgar, il y en aura de moins en moins. Enfin, là, on est sur une période qui va vite, qui évolue vite. Le SEO, il va évoluer vers plus un SEO, mais un IA SEO. C'est-à-dire qu'on va se rediriger vers une autre manière d'appréhender le rôle de SEO, qui va être en fait d'influencer, pas l'algorithme des moteurs de recherche, mais des IA au sens global du terme. On a vu que les internautes faisaient beaucoup plus confiance aux réponses des IA qu'à la réponse des moteurs de recherche maintenant. Et ce qui peut être dangereux, c'est que du coup, d'un point de vue moral et éthique, ça peut être très compliqué. Je pense que le côté social revient aussi beaucoup sur le devant de la scène parce que c'est aussi ça qui fait aujourd'hui que l'IA, en fait, il ne peut pas forcément faker ça. Aujourd'hui, entre un site qui a 500 contenus IA et un site qui en a un peu moins, mais qui a une communauté, qui interagit, etc. derrière, du coup, il va avoir plus tendance à faire confiance à l'autre parce que derrière il sait qu'il se passe quelque chose. On revient aux signaux sociaux. Et pour moi, je pense que c'est aussi pour ça que derrière ça arrive. Pour moi, c'est une autre preuve d'autorité qui prend beaucoup d'ampleur et qui simplifie aussi beaucoup la vie de Google. On sait pertinemment que ça va évoluer très très vite et c'est déjà le cas. Il va falloir être de plus en plus agile, je pense, pour pouvoir s'adapter aux changements d'algorithme, aux nouvelles trends, etc. On le voit aujourd'hui que ça évolue de ouf. On voit des nouveaux réseaux qui émergent comme ça et qui pop hyper rapidement. Je pense notamment à TikTok. Et on voit aussi beaucoup avec l'évolution du Web3, par exemple, que les communautés sont... aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est tellement gros d'avoir une communauté engagée. Pour moi, le Web3, c'est déjà présent depuis... Bitcoin, ça a été lancé en 2009, suite à la crise de 2008. Donc 2009-2023, ça fait déjà 14 ans. Donc c'est déjà un écosystème qui se crée et qui grandit de plus en plus. On ne passera pas outre le Web3. Je ne dis pas que les crypto-monnaies seront le seul moyen de paiement dans 20 ans. Clairement pas. Parce qu'il y aura toujours besoin de deux, mais ce sera un moyen de paiement supplémentaire par rapport à d'autres. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le Growth, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au Growth Event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Growth Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.